Bon, mais merci à tous. Attendez, hop, oui. Merci à tous d'être là ce soir pour l'afterwork sur la viticulture durable. Donc, la cuverie, donc déjà pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le regroupement des services viticoles du groupe FDSEA. Donc, on vous accompagne dans votre entreprise sur différents aspects. Donc, on le voit sur ce logo, il y a la partie compta, conseil avec AS et fait des conseils, la partie informatique avec Terre Informatique, tout ce qui est logiciel informatique. Installez-vous. La partie agence de communication avec Farman Communication, la marne viticole agricole, c'est la presse agricole et viticole, et puis la CAMDA pour tout ce qui est aussi hygiénisation des bâtiments. Donc on vous accompagne sur tous les services, voilà, et donc également dans les mutations. Et aujourd'hui, donc on est un petit peu en dehors de notre cadre habituel de travail. On est plus sur la partie technique culturelle. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement en ce moment, avec voilà, la pression, le croisement des chemins entre la pression phytosanitaire qui est important, les aléas climatiques, également les attentes de la société, les défis sont assez importants pour vous et on se pose beaucoup de questions. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de faire pas simplement un constat, mais aussi de vous proposer des solutions. Nous verrons ensemble, on va parler de biostimulation naturelle avec les décoctions, de technologie de pointe avec les UV, de vitiforesterie, de travail du sol, bien sûr. On abordera différents sujets sur la partie viticulture durable. Et en particulier, je propose de prendre la parole pour commencer à Valentin Weins, qui est représentant pour la Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture du vignoble champenois, qui va aborder donc la partie, pour commencer, qui remplacera Pierre Gachignal, malheureusement, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a travaillé donc sur les supports avec lui, et qui présentera donc la partie, on va dire, introduction sur tout ce qui est agronomie, viticulture durable et les techniques en règle générale, un bailliage complet de tout ce qui est technique non chimique, pour éviter les recours à la chimie, et qui abordera ensuite la partie réglementation, avec, on sait, des évolutions assez compliquées surtout sur la partie cuivre en particulier. Et ensuite, on passera la parole ensuite à Antoine Portaluri, qui intervient sur tout ce qui est décoction. Ah oui, et d'abord aussi Loïc Lederman, qui intervient sur tout ce qui est UV, matériel de pointe, comme je disais. Et enfin, un retour d'expérience de Paul Gosset, qui interviendra sur son vigneron à AI. Et donc, ça sera intéressant d'avoir son retour, puisqu'il a fait quelques expérimentations en partenariat avec Antoine Portaluri. Donc voilà, je passe la parole tout de suite à Valentin Weins. Juste un petit mot pour vous dire que le prochain Afterwork, ce sera en mars prochain, le 16 mars, et on abordera la partie commercialisation. Un petit balayage complet de tout ce qui est export, et puis on fera un focus sur le rosé. C'est vrai que c'est techniquement, pour ceux qui sont aujourd'hui dans la recherche de marché, c'est un sujet aussi de premiumisation du champagne. Voilà. Alors, pour commencer, voilà, pour tout de suite, je mets tout de suite le support de Valentin. Donc, c'est en fait le support de Pierre pour commencer. Et donc, merci à tous. À toi, Valentin. Bonjour à tous, donc Valentin Wens, je suis responsable d'équipe viticulture de Marne et aussi coordinateur technique des champs d'agriculture du vignoble champenois. Donc, comme Adrien vous l'a dit, je vais d'abord commencer par vous parler de sol et d'alternatives au désherbage chimique. Et ensuite, on abordera une partie sur la réglementation liée aux produits phyto, notamment en cuivre et puis d'autres choses. Et on finira par aborder une partie sur les vignes submerges avec un zoom sur les charges de mécanisation et les impacts au niveau de l'environnement. Alors pour commencer, avant de vous parler d'alternatives au désherbage chimique, je vais d'abord vous
parler de sol. Un sol, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout simple, hein. C'est composé de matières minérales, de matières organiques, d'eau et d'air. Tout ça pour vous dire qu'un sol, c'est quelque chose de vivant. Et tout ce qu'on fait au niveau des travaux de la vigne peuvent avoir un impact sur le sol. Donc, si on fait un petit zoom sur les différents composants d'un sol, on va d'abord parler de la matière organique, puisque c'est celle-là qui va avoir pas mal d'effets à court terme et à long terme sur la biologie du sol. Une matière organique, c'est donc composé de différents types. On a d'abord la matière organique particulière ou libre, qui représente 15% pardon, de la composition de matière organique. C'est un effet biologique et chimique plutôt à court terme. Et ensuite, on a une matière organique humifiée ou liée qui compose 80% de la matière organique. C'est celle qu'on retrouve, le plus sur un sol. Et c'est elle qui a un effet plutôt physique, donc structurant, stabilisant, et un effet de rétention en eau. Donc c'est elle qui a un effet à long terme. Et ensuite, on a une matière organique vivante, donc qui compose de la biomasse microbienne. Et ensuite, une matière organique potentiellement minéralisable qui, elle, va servir sur l'énergie et la nutrition. Tout ça pour vous dire que sur les différents types de matière organique, vous voyez qu'il n'y a que 2,5% de matière organique qui va servir à l'énergie et à la nutrition du sol. Et le reste va être plutôt sous forme liée, qui va plutôt servir à la structure du sol. Un sol vivant a plusieurs intérêts. Ça va déjà lutter contre l'érosion, limiter l'imperméabilisation du sol, limiter la compaction et augmenter la fertilité du sol. C'est vraiment ces choses-là qu'on va essayer d'optimiser et qu'on va rechercher quand on parle d'un sol vivant. Donc un sol vivant, ça va avoir un effet sur plusieurs choses, on l'a vu, hein, donc la porosité du sol, l'imperméabilité, tout ça. Un sol, qu'est-ce que c'est? C'est un sol avec plusieurs compartiments physiques, compartiments organiques, compartiments acido-basiques. Et ce qu'on va chercher à augmenter dans ce sol-là, c'est justement la fertilité physique, chimique et microbienne. C'est vraiment ces choses-là qu'on va essayer d'optimiser dans le fonctionnement du sol. Et sachez que chaque intervention qu'on réalise au niveau du sol a un impact sur cette fertilité physique, chimique ou organique. Et donc la vigne, comment s'inscrit-elle dans ce cycle de sol-là? En fait, toutes les interventions qu'on va avoir sur le sol vont avoir un impact sur le sol et sur la vigne. Et donc, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place pour justement augmenter cette fertilité physique, chimique ou microbienne. La première chose qu'on va voir, c'est les couverts végétaux. C'est de ça qu'on va aborder derrière pour les intérêts d'un sol vivant. Et donc, les couverts végétaux, juste pour vous introduire, qu'est-ce que c'est? C'est introduire au niveau d'un sol des semis de couverts, hein. En général, c'est des couverts à base de graminées, de crucifères et puis de légumineuses. Et donc, c'est grâce à ces couverts végétaux-là qu'on va augmenter la capacité du sol à libérer de l'azote, apporter de la matière organique facilement dégradable et augmenter la biomasse microbienne. Et c'est grâce à ces couverts végétaux-là qu'on va justement permettre de faire tout ça et augmenter augmenter le sol vivant et augmenter les intérêts justement d'un sol vivant pour la vigne. Donc, je vous disais tout à l'heure que chaque impact peut avoir un effet sur son sol. On le voit depuis plusieurs années, hein. Les sols, on connaît quand même des baisses de vigueur assez conséquentes. C'est lié en partie au changement de pratique. Le fait d'augmenter le travail du sol, augmenter les traitements liés à des contextes réglementaires et puis à des années de plus en plus extrêmes, augmente le nombre de passages qu'on peut avoir au niveau des vignes. Et ce nombre de passages-là va justement avoir un effet sur la structure de son sol, hein. Ça va avoir des effets de tassement. Et c'est ces effets de tassement-là qui vont
expliquer en partie une baisse de la fertilité physique et une baisse justement une baisse de vigueur qu'on peut constater au niveau des vignes. Il y a aussi les phénomènes météo extrêmes, 2021, 2024 et d'autres années. 2021, un été assez sec qui a donc limité justement la fertilité au niveau des sols. 2024, un été un peu plus humide qui a justement aussi eu un effet sur la fertilité au niveau des sols. Si on parle de 2021, été sec, ça a pu avoir un effet notamment sur les plantations et sur justement l'augmentation de ces effets de porosité qui ont diminué. Et 2024 printemps plutôt humide, ça a eu un effet notamment sur l'assimilation des nutriments au niveau des racines. Ça a pu avoir un effet aussi au niveau du tassement avec les sols argileux qui ont augmenté le tassement là. Les enjambeurs sont de plus en plus lourds. Ça a un effet aussi sur la fertilité physique des sols. Et les interrangs étroits, justement, plus les rangs sont étroits, les engins qui vont passer plus au niveau des racines vont tasser le sol au niveau des racines et ça va justement diminuer cette fertilité physique-là et augmenter le tassement au niveau des racines. Ce qui peut avoir un effet sur l'assimilation des nutriments au niveau du sol. Donc, plus de passage d'engins dans des conditions de sol pas toujours favorables, on va justement expliquer en partie cette baisse de vigueur et pas uniquement dû à cette fertilité chimique-là qu'on regarde au niveau des analyses de sol sur les 30 premiers centimètres du sol. On peut avoir très bien des analyses physico-chimiques qui vont démontrer pas forcément un problème au niveau du sol. Mais si on ne va pas regarder derrière la fertilité physique du sol, là, justement, on ne va pas pouvoir tout expliquer avec une analyse de sol. Il faut aller regarder plus au niveau du sol, faire des profils, aller voir, faire des tests bêches, voir si cette fertilité physique-là n'est pas justement optimisée. Alors, une chose qui peut permettre de redonner un peu de porosité et déstructurer un peu les premiers centimètres de sol pour éviter les tassements, c'est ce qu'on appelle des dents de fissuration ou dents de décompaction. Donc ça, c'est des dents à petit sol. Ça travaille sur les 15-20 premiers centimètres du sol. Donc à faire sur un rang sur deux la première année pour justement essayer de décompacter un peu son sol. Et derrière, après avoir passé les dents, l'intérêt va être de mettre en place aussi des couverts végétaux qui vont permettre, justement de continuer le travail qui a été initié avec les dents de fissuration et éviter de retourner à des situations où on a des sols très tassés. Donc les couverts végétaux, les points forts, c'est des apports de matières organiques, très énergétiques pour la vie du sol. C'est des matières organiques qui sont produites sur place. Ça permet de lutter contre l'érosion. Ça permet d'entretenir la structure du sol, recycler les minéraux et ça permet une meilleure portance au niveau des engins mécaniques. Les points faibles, par contre, c'est la concurrence hydroazotée qu'il peut y avoir, mais c'est aussi les points faibles qu'on a avec l'enherbement. C'est un temps supplémentaire au niveau de l'entretien. Déjà, c'est un temps supplémentaire lorsqu'on veut le mettre en place, lorsqu'on va le broyer, si on le tond. Voilà, c'est tout de la main-d'œuvre en plus qu'il va falloir prévoir pour mettre en place des couverts végétaux. Ensuite, il y a un risque de glissement en fonction des parcelles. Plus la parcelle est en pente en fonction de ce qu'on a, et notamment lorsqu'on va broyer le couvert en campagne végétative. Le fait de broyer, ça va justement mettre en place un paillage avec les graminées qui restent. Ce paillage-là, sur des conditions pédoclimatiques particulières, ça peut amener à des glissements au niveau de certains engins. Et ensuite, les couverts végétaux, c'est une technique de mise en place. Donc, il faut faire attention lorsqu'on met en place le couvert. Il y a des échecs, il y a aussi des réussites. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un couvert végétaux, c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère et qui a des impacts sur la vigne aussi. Un couvert végétaux, l'idée, c'est de l'implanter entre août-septembre ou mars-mai. Ça permet à ce qu'il y ait moins de concurrence qu'un enherbement permanent. Alors attention au niveau de la période. L'avantage de août-septembre, c'est que à peu près tout ce qu'on va avoir dans le mélange de couverts va pousser.
mars-mai, en fonction du type de couvert qu'on va avoir, tous les espèces ne vont pas forcément lever. Ça permet un apport de matière organique produite sur place et ça nécessite une certaine technicité de mise en place et de destruction. On ne détruit pas avec n'importe quoi, c'est des broyeurs. Ça peut avoir un intérêt, mais c'est aussi compliqué à mettre en place sur des vignes avec des écartements de rangs assez étroits. Les couverts végétaux, ça, comme je disais, c'est un impact sur la vigne. Donc là, vous voyez, c'est des courbes de contrainte hydrique, donc sur Épernay. Tout ça pour vous illustrer qu'en fonction du type de sol et en fonction des conditions d'implantation, un couvert végétaux va se raisonner comme un enherbement. Si on a des printemps plutôt secs, qui va arriver pendant le débourrement, où justement on va avoir une compétition hydrique entre les couverts et la vigne, il ne faut pas hésiter à détruire le couvert plus tôt que ce qu'on avait prévu à la base pour justement éviter d'avoir cette compétition-là hydrique entre le couvert et la vigne. Au niveau des couverts, par rapport à tout le type de fertilisants qu'on peut retrouver soit sous forme de bouchon, soit sous forme de compost ou autre, sachez que voilà, le couvert apporte des éléments minéraux plus ou moins conséquents en fonction de ce qu'on met. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas autant de matière organique que si vous apportez du fumier, du compost ou autre, mais ça permet justement d'avoir un ISMO qui est relativement bon par rapport à des choses trop pourvues en matière organique qui pourraient conduire à plus facilement des fins d'azote. Bien sûr, il faut faire attention avec les couverts, hein, puisque avec justement différents types de couverts, notamment ceux qui sont fortement chargés en graminées, ils peuvent conduire facilement à des fins d'azote si on maximise la production de biomasse. Faire attention à ça. Au niveau du couvert, par rapport à la disponibilité en azote par rapport à d'autres fertilisants qu'on peut avoir, sachez qu'en fonction du type de couvert, notamment s'il est fortement chargé en, en légumineuses, on peut avoir un intérêt assez conséquent et un apport assez conséquent de matière fertilisante, donc d'azote. Et donc, vous voyez par rapport à la disponibilité de l'azote et l'indice ISMO, hein, qui représente l'indice de faisabilité de matière organique, on voit que voilà, un couvert, ça apporte quand même plus d'azote que de matière organique par rapport à d'autres couverts qu'on peut avoir, pas d'autres couverts, mais d'autres fertilisants qu'on peut avoir sur le marché. Je vous parlais tout à l'heure de biomasse au niveau des couverts. Donc ça, c'était des essais qui avaient été mis en place chez différents viticulteurs qu'on accompagne, nous, la Chambre. Donc c'était dans le cadre du GI2E, qui était piloté par la Chambre, qui aujourd'hui est arrêté. Tout ça pour vous illustrer que, voilà, en fonction du type de couvert, de la façon, surtout de la date de destruction, on va apporter plus ou moins de matière sèche. Et c'est cette matière sèche-là qui va justement apporter beaucoup de matière organique. Et en fonction de ce taux de matière sèche-là, en fonction de l'année, en fonction de la parcelle, de l'état de la parcelle et de la vigueur au niveau des vignes, cette matière sèche-là peut avoir un impact sur justement la fertilité de la vigne. Et si on apporte beaucoup de matière sèche sur une vigne qui n'est pas forcément apte à la recevoir, entre guillemets, un sol qui est plus ou moins pourvu en azote, ça va avoir un impact sur la quantité de matière organique au niveau de son sol. Et c'est à ce moment-là que si on a un déséquilibre entre la matière organique qu'on apporte et l'azote qu'on a au niveau du sol, justement, on peut conduire à des phénomènes de fin d'azote. Et c'est justement ce phénomène-là qu'il faut surveiller. Et voilà, c'est bien piloter, on va dire, sa fertilisation en fonction du type de couvert qu'on apporte. Si on compare
deux millésimes, 2022 et 2024. 2022, on avait un climat sec. On voit que voilà, les couverts, ça peut avoir un impact sur la vigne. Je vous parlais tout à l'heure des couverts végétaux qui, en fonction de la campagne, peut avoir justement une certaine compétition hydrique avec la vigne en place. Justement, typiquement sur des années où on a des climats assez secs, c'est là où on va chercher plutôt à détruire rapidement le couvert pour éviter d'avoir cette compétition hydrique entre la vigne et le couvert. Et à contrario, 2024, on avait un climat plutôt humide, où les contraintes hydriques étaient inexistantes. C'est le type d'année où justement on va plutôt laisser pousser le couvert végétal au maximum pour maximiser ses effets de biomasse et d'apport d'azote avec l'accumulation des légumineuses pour justement avoir cet intérêt-là de nutrition poussée au maximum, puisque au niveau des conditions climatiques, tout est ouvert pour pouvoir laisser le couvert végétal pousser assez favorablement. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des printemps secs, il y a un risque de contrainte hydrique qui est azotée parfois forte, surtout sur les sols peu profonds, donc typiquement les sols sableux de certains terroirs en Champagne. Créer un paillage important ne compense pas la concurrence en début de saison. Rouleau qui est peu adapté car les plantes n'ont pas terminé leur cycle. Et donc, on privilégie la destruction par broyage au niveau des printemps secs. Et au niveau des printemps humides, possibilité de laisser se développer le couvert plus longtemps, destruction par broyage ou roulage possible. Et donc, tout ça pour vous rappeler que voilà, les couverts végétaux font partie peuvent faire partie du cycle au niveau du sol. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un couvert végétal, ça va apporter la matière organique qui est facilement dégradable. Ça va aussi permettre d'augmenter la porosité au niveau de son sol, surtout si on utilise des couverts qui vont être adaptés justement à cette porosité-là. Donc, on va maximiser l'apport de crucifères par rapport à justement l'aspect pas vigne pivot, racine pivot qu'on a au niveau des crucifères. Ça va aussi augmenter la capacité du sol à libérer de l'azote, notamment justement en maximisant la porosité. Ça va également aussi, on va essayer de chercher à maximiser les levées de légumineuses par rapport à l'accumulation de l'azote dans les nodosités. Et ça améliore la fertilité globale du sol. Et donc, tout ça, ça va permettre de contribuer à une nutrition favorable au niveau de la vigne. Et c'est un des aspects qui peut justement permettre de réduire un petit peu ces utilisations de désherbage chimique. Est-ce qu'il y a des questions sur les couverts végétaux ? Est-ce que vous avez des questions pour... Oui, une question. Dans les études, on a vu que c'est préférable de les enfuir légèrement, enfin de les pincer dans la terre, pas couper pour qu'elles se désintègrent petit à petit et pas qu'elles sèchent et qu'elles. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai vu que vous parliez de broyage, de fauchage. Ouais. Moi, on m'a toujours dit non, si tu fais un couvert, il faut passer au rouleau faca, il faut l'enterrer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, quoi? Est-ce qu'on m'a mal informé? Qu'est-ce que vous en pensez, le fait les différences entre le faucher, l'enfuir, enfin, c'est pas l'enfuir, c'est le pincer dans la terre, on va dire. La technique de destruction, je pense, ça va influer plutôt sur ce qu'on veut en faire derrière. Le fait de broyer, ça va plutôt permettre justement d'avoir cet effet paillage qu'on recherche, plutôt que le pincer, comme vous dites, qui va plutôt avoir, je pense, cet effet. Le fait de l'enfouir un peu, ça va plutôt permettre de le dégrader plus facilement que de le laisser sur place en le broyant. Okay. Je pense que c'est juste l'intérêt de ce qu'on veut en faire derrière.